Oui. les gens utilisent le micro pour que la traduction simultanée se fasse. Parce que si tu n'utilises pas les micros pour poser leur question, Ok. les traductrices n'entendent pas la question, ne peuvent pas traduire la question. Ok. D'accord. Ok. D'accord. S'il y a des questions dans la salle, utilisez le temps. Enfin, qu'ils prennent le temps de bien avoir le micro avant de la poser la question. Parce que Je vais le noter, je te donne un stylo. Merde, j'ai pas pris mon stylo, dis donc. le casque, J'en ai un. vous en avez un. Merci. Benoît, faut que tu... Tu as le truc ouais. Bonjour à tous. Welcome to everybody. Just technical information before beginning. It concerns the channels for the translation. There are 5 channels. The one for the French, the 2 for the English, the 3 for the German, the 4th for the Italian, and the 5th for the Swedish language.
And the other information important is when the people want to speak, you have to take the micro before speaking for the translation to be clear for everybody. Et maintenant, je vais me permettre de parler en français, ce sera beaucoup plus compréhensible pour tout le monde grâce à la traduction. Je vous remercie tous d'être présents ce matin pour cette première session de la conférence du TRO, édition 2013 à Paris. Je passerai tout à l'heure la parole au président de Bellec qui ouvrira officiellement cette conférence. Avant toute chose, je voudrais vous présenter la liste des délégués de chaque pays présent aujourd'hui à Paris. Nous avons 18 nations qui sont représentées à cette conférence, plus l'Union européenne du TRO, qui complète l'ensemble des délégations. Pour l'Australie, sont délégués au cours de cette conférence M. Geoff Want, M. Andrew Kelly, M. Michael Taranto et M. Rod Pollock. Pour la Belgique, sont délégués M. Achille Cassard, M. David Van Doren, M. Patrick de Riquer, M. André Everert. Pour le Canada, John Gallinger est le délégué de ce pays. Pour la Finlande, 4 délégués, M. Mika Lintilä, Mme Kristina Ertola, M. Pekka Soni et M. Jukka Niskanen. Pour la France, Dominique de Bellec, président de la Société du Cheval Français et moi-même. Pour l'Allemagne, M. Heinztel. Pour l'Irlande, M. Mark Flanagan et Mme Bernadette Kelly. Pour l'Italie, M. Francesco Ruffo. Pour la Nouvelle-Zélande, M. Edward Redel, délégué. Pour la Norvège, M. Atle Larsen, président de la Fédération. Rune Gustafsson, Anders Jarneroth et Mme Britt Wieland Linghem. Pour la Russie, M. Nikolai Isakov et M. Nikolai Figurovski. Pour la Serbie, M. Tomislav Višnjić. Pour l'Afrique du Sud, M. Dean Latimer et Maite Tembu. Pour l'Espagne, le président de la Fédération, M. Juan Liabata. Pour la Suède, le directeur de ST, M. Ulf Hornberg, accompagné de Mme Maria Leron. Je ne sais pas si je prononce bien le nom. Pour la Suisse, le président de la Fédération, M. Jean-Pierre Kratzer. Pour la Grande-Bretagne, M. Gordon Garnett. Pour les États-Unis, le président de l'USTA, M. Frank Philip Langley et M. Ivan Axelrod. Et pour l'Union européenne du TRO, le président, M. Jean-Pierre Kratzer, et le secrétaire général, M. Jacques Chartier. Avant d'entamer les travaux, je vous propose de faire un point sur le championnat du monde des drivers qui a débuté dimanche dernier sur l'hippodrome de Reims et qui s'est poursuivi hier sur l'hippodrome de Caen. À ce jour, nous avons 9 courses qui ont été courues, est en tête le driver français Pierre Vercruis avec 115 points, suivi par le Suédois M. Björn Goop avec 75 points, l'Espagnol Antonio Frontera Pocovi avec 72 points, suivi par M. Eric Heutmott 72 points, Mika Force 69 points, Enrico Belley 66, Gerhard Meyer pour l'Autriche 60, David Butcher 50 points, Neil Day 46 points, Jason Bartlett, le driver américain, 46 points, Trevon Henry pour le Canada, 37 points, et M. René Kiaer qui a 36 points. Pour ouvrir cette conférence, je vais passer la parole à M. Dominique de Bellec, le président de la Société du Cheval Français. Mesdames et messieurs, mes chers amis, au nom des membres du conseil d'administration et du comité de la Société du Cheval Français, je suis très honoré de vous accueillir ce matin à Paris à l'occasion de la conférence mondiale du trot. La France a le privilège de recevoir pour la seconde fois les délégués et les observateurs des pays organisateurs de courses au trot et d'organiser en parallèle le championnat du monde des drivers qui a débuté dimanche sur l'hippodrome de Reims. Cette année, 18 nations sont représentées à Paris. J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs conférences
et nos rencontres ont toujours été la source d'enseignement, de partage et d'harmonisation. Dès 1969, j'accompagnais pour la première fois mon père à cette rencontre mondiale en Amérique du Nord. Je suis maintenant un vieux monsieur et, bien sûr, je ne serai pas là pour vous accueillir lors de la prochaine rencontre en France. Surtout si, comme cela s'est passé précédemment, elle a lieu dans 20 ans. Aussi, en préambule de nos travaux, je voudrais partager avec vous quelques réflexions que j'ai pu avoir durant cette longue vie consacrée depuis 1974 à la défense du trot dans mon pays. Lors de notre rassemblement en Australie, j'avais tenté d'expliquer que tout ne pouvait être accepté dans nos compétitions hippiques en mettant en exergue que le dopage ne saurait être toléré, pas plus que le clonage. J'insistais sur le fait que nous avions besoin de règles démocratiques cohérentes pour favoriser le développement des courses hippiques. À l'époque, certains m'avaient expliqué qu'il était interdit d'interdire, que la liberté des individus ne permettait pas de réglementer. J'avais répondu que je ne percevais pas dans le ciel une figuration de la liberté, que contrairement à ce que certains pensaient, le libéralisme ne signifiait pas l'absence de toute réglementation, qu'originellement, c'était le contraire, à savoir la constitution de règles acceptées par tous au profit de tous, par opposition à la loi du plus fort qui impose à tous sa liberté. Notre objectif doit être de construire ensemble ces règles de bon sens qui permettront d'apporter la pérennité aux courses hippiques. Il y a tout d'abord, pour sauvegarder nos élevages, des précautions à prendre pour poursuivre la sélection de notre trotteur, du fait de l'utilisation du sperme congelé. En effet, son utilisation n'est régie par aucune règle sur la planète, alors que l'ensemble de nos élevages ne représente que quelques milliers d'individus, ce qui devrait nous inciter à arrêter des dispositions pour la longévité de nos élevages. Le Studbook Pur Sang n'autorise pas l'insémination artificielle, ce qui a le mérite de donner aux éleveurs la garantie d'une utilisation naturelle. Avec la congélation de semences, 3 doses de paillettes permettent de féconder une soixantaine de juments, ou bien, après avoir fécondé une jument, de conserver des paillettes pour le futur. Avec ces principes, il n'y a aucune possibilité de connaître le taux de consanguinité mondial dans l'élevage du trotteur. Nous savons que nos amis américains, en 2005, à Rome, s'inquiétaient de la consanguinité dans l'élevage standardbred. À cette même époque, nos amis suédois choisissaient d'importer des trotteurs français pour endiguer le risque. Actuellement, la semence des étalons français se retrouve dans le monde entier. Nous devrions mettre en place un processus simple de contrôle de l'utilisation des étalons, en imposant que le pays où est stationné l'étalon comptabilise l'ensemble des doses de paillettes envoyées dans le monde en tenant compte des différents règlements existants
dans chaque pays, sans autre contrainte. Il y aurait en revanche une obligation de n'enregistrer qu'un seul cheval dans le monde par dose de paillettes commercialisées. Cela aurait pour effet de protéger les propriétaires des étalons contre la commercialisation à leur insu du sperme congelé. Et cela aurait surtout l'avantage de nous fournir un indice fiable de consanguinité à l'échelon mondial. Je souhaite que la Commission de l'élevage réfléchisse à ces questions au cours de cette semaine. Comme chacun le sait, nous avons besoin d'une transparence de nos courses pour pouvoir développer le pari qui permet à ces dernières d'être financées. Nous avons besoin d'une transparence pour poursuivre l'amélioration génétique de notre production. Sans cette transparence, il n'y a plus d'amélioration génétique possible. C'est la raison pour laquelle toute médicamentation lors des compétitions doit être interdite. Pour cela, nous préconisons, au moment de la compétition, l'absence totale de médication, c'est-à-dire la tolérance zéro. Bien sûr, les chevaux malades doivent être soignés, mais ils ne peuvent courir avec des résidus de traitement dans leur organisme. Les scandales récents, que ce soit au trot ou au galop, sont préjudiciables sur l'ensemble de la planète à la reconnaissance et à la transparence de nos courses. En Europe, l'utilisation des hormones de croissance et ou des anabolisants est interdite. Aucune substance médicamenteuse au moment de la compétition n'est admise. En France, nous avons au trot ajouté le contrôle à l'élevage et nous nous apprêtons à mettre en place de manière aléatoire la conservation des prélèvements pour un contrôle possible pendant 10 années. Cela est le prix à payer pour maintenir cette transparence. Actuellement, trot et galop confondus, c'est pour notre pays un coût de 10 millions d'euros pour 38 000 analyses chaque année. Nous devons prévenir la délinquance et la seule manière de le faire, c'est de nous donner ces 10 années de conservation qui nous permettront de pouvoir, avec efficacité, traquer les nouveaux produits. Chacun ainsi saura qu'en utilisant aujourd'hui un produit non détecté et non détectable par nos laboratoires, il pourra être démasqué demain. L'autre jour, un journaliste me posait la question suivante. Vous, au trot, que pensez-vous du clonage si répandu dans le sport équestre? Ma réponse fut nette et brève. Sur ce point, les instances internationales du galop et du trot sont dans le vrai. La société mère de course a pour vocation l'amélioration génétique de la race du trotteur. Accepter le clonage, c'est renoncer à l'amélioration génétique, ce que je ne peux pas défendre puisque mon devoir est de promouvoir cette amélioration génétique. Le clonage n'est qu'une question commerciale, aux confins du transparent et de l'escroquerie. Maintenant, chacun sait que le clonage ne conduit pas à des résultats identiques en compétition, ni en matière de reproduction. Il faut veiller particulièrement à la transparence de nos courses, car ces dernières sont menacées par les courses virtuelles.
plus transparente, plus homogène, plus proche des tirages d'une loterie. Et elles sont ô combien plus rentables pour l'opérateur de jeu. Pourquoi développer un élevage, construire des hippodromes, embaucher du personnel pour entraîner les chevaux, alors qu'une simple machine peut vous fournir à vil prix un résultat de compétition? C'est tout le défi que nous avons de nos jours à relever et qui doit être abordé lors des travaux de notre conférence. Je voudrais évoquer avec vous également la problématique des paris hippiques face à la concurrence des autres jeux. Nous avons une chance historique de nous imposer face aux paris sportifs. Pour nous, le pari est la seule source de financement de l'ensemble de la filière, alors que le jeu ne rapporte actuellement rien au sport, avec une exception en France, une modique contribution de 1% de la masse des enjeux, ce qui ne permet pas aux fédérations sportives d'assurer le financement de la régularité de leurs compétitions. Nous avons là une chance, celle d'imposer notre volonté de transparence et notre savoir-faire pour améliorer et développer cette différence. Je vous conjure, dans l'intérêt de notre sport, de vous jeter dans cette seule voie tracée et favorable. C'est une opportunité pour nous. Présentons-la à nos dirigeants politiques. Nos courses hippiques sont plus contrôlées et mieux surveillées que les rencontres sportives pouvant tomber dans les griffes d'opérateurs douteux. Les courses hippiques ne peuvent se développer que par une organisation de jeux performante et pour ce faire, les gouvernements de chacun de nos pays doivent affirmer une volonté politique. Notre développement, notre pérennité ne peuvent qu'être la résultante d'une décision politique. Comme en économie, la mauvaise décision chasse toujours la bonne. Les autres jeux étouffent le jeu hippique, qui doit, en plus de la rémunération de l'opérateur, financer la filière hippique. Le jour où les jeux sportifs devront financer les sports et les jeux de hasard, la collectivité nationale, alors peut-être y aura-t-il égalité entre les différents jeux. Ce n'est pas le cas actuellement. Et c'est la raison pour laquelle il y a asphyxie. Le cas de l'Italie est le meilleur exemple que nous vivons actuellement. Sans une volonté politique contraire, les jeux hippiques n'existeront plus en Italie prochainement. Ils sont passés de 15% de la masse des jeux à un seul petit pourcent en quelques années seulement. Nous voyons aussi, pour prouver nos dires, qu'une région de la Belgique qui n'avait pas de champ de course, la Wallonie, a pris la décision de construire de toutes pièces un hippodrome à Mons et de lui offrir un financement au quotidien. Cette volonté politique a lancé avec succès l'hippodrome de Mons, grâce à des lois spécifiques mises en place par le gouvernement wallon, alors que dans le reste du pays, les anciennes structures de Kuurne, de Waregem, d'Ostende, Veget et que l'hippodrome de Bruxelles
Sterbeck est fermée. Quelles leçons devons-nous tirer de ces situations? Pour la pérennité de nos courses, nous devons, chacun de nous, aller voir notre ministre de l'Agriculture, notre ministre des Finances, notre ministre de l'Intérieur, et leur expliquer qu'ils doivent privilégier les paris hippiques par rapport aux autres jeux, parce que ceux-ci financent les courses hippiques et que les autres jeux ne sont qu'un simple prélèvement sur les ressources des individus et n'ont guère de rôle moteur pour l'économie. Au contraire, les jeux hippiques financent toute une filière composée d'un grand nombre de micro-entreprises offrant des postes de travail non qualifiés dans la ruralité, permettant à cette même ruralité de ne pas mourir. Ces entreprises sont non délocalisables et génèrent un grand nombre d'autres petites structures comme les maréchaux ferrants, les vétérinaires, les selliers, les agriculteurs pour l'alimentation, les travaux publics pour les pistes, les menuisiers, les maçons, les couvreurs, etc. Par ailleurs, les courses hippiques devraient avoir le soutien aussi du ministère de l'Intérieur, parce que les courses non seulement créent des emplois, mais aussi constituent un passe-temps pour un public nombreux. J'en prends à témoin nos amis finlandais, avec la journée du cheval roi au mois de juillet, où l'on attend chaque année 1/100 de la population du pays sur l'hippodrome d'Helsinki. 50 000 spectateurs, 5 millions de population. Pendant que cette population est aux courses, le ministre sait où elle se trouve et ce qu'elle y fait dans un lieu de convivialité et de sociabilité des jeunes. Bien sûr, les courses hippiques doivent s'adapter à un environnement économique, politique qui évolue en permanence. Dans ce but, nous avons d'ailleurs décidé en France de créer un comité stratégique regroupant les principales composantes des courses hippiques, dont l'État, pour définir les adaptations structurelles indispensables pour l'avenir. Ces conclusions seront connues à la fin du mois de juin. Mais l'évolution ne veut pas dire révolution. Il n'est pas question de remettre en cause les fondamentaux d'un système qui fait vivre aujourd'hui, en France, plus de 70 000 personnes. Mes chers amis, voici le message que je voulais vous transmettre ce matin. Il ne peut y avoir de courses hippiques ni de financement stable sans une volonté politique forte. Oh, je sais, certains défaitistes diront « cet homme ne va pas dans le sens de l'histoire ». Je réponds à cela. Quel est le sens de l'histoire, sinon celui que l'homme lui impose? En aucune manière, le sens de l'histoire ne doit s'imposer à l'homme. Mettons en place un réseau politique mondial de lobbying auprès de nos gouvernements et demandons qu'aucune prise de pari sur les courses hippiques
ne puisse être organisée sans participation au financement d'une filière et au contrôle de leur régularité. De notre point de vue, et dans le cadre de l'organisation française, ce financement ne devrait pas être inférieur à 8% de la masse des enjeux. Un tel raisonnement permet de fonder l'avenir des courses et de l'élevage, ce qui est au centre de nos préoccupations lors de cette conférence, à laquelle je vous remercie encore une fois d'apporter votre nécessaire contribution. Je profite de mon intervention pour vous souhaiter à tous un excellent séjour à Paris et je déclare ouverte l'édition 2013 de la Conférence mondiale du trot. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Pour compléter vos propos, je vous propose de regarder un film qui va vous retracer l'histoire des courses au trot en France et qui va vous donner également les chiffres clés de notre activité ici sur le territoire national. The Trotteur Français horse is one of the 4 breeds of trotters currently in existence in the world. It was conceived and created at the beginning of the 19th century as a working horse for transportation and essentially for the army. Genetically, it's the outcome of many crosses conducted throughout the 19th century. As of the 1830s, at the instigation of an officer of the National Stud, Ephraim Houel, breeders in Normandy crossed local mares with thoroughbred and Arab stallions. Ephraim Houel was convinced that sturdiness of the breed could only be achieved by breeding stock selected on the basis of competitive performance, rather than on conformation. A trip to the USA he made a few years later lifted any doubts that may have lingered in his mind. There he discovered that the Americans had a 50-year head start over the French, and that racing worked very well in the United States. That it was a dynamic economic sector because there was betting on races. But at the same time, a dual-purpose horse was being developed. During the week, the horse worked, enabling its owners to drive from place to place. And on Sundays, the same owners had fun with racing. And what Ephraim Well was able to see is that over a period of 50 years, the American standardbred breed had been fully developed. In other words, a horse with a trotter mentality, and the trotter horse whose pedigree has the trot hammered into it. Gradually in France, several strains of Norfolk, Orloff and standardbred blood were combined to produce faster horses. The current Trotteur Français horse therefore did not really emerge until the beginning of the 20th century. In 1907, Louis Cauchois published the first volume of the Trotteur Français horse stud book. 30 years later, this stud book was closed. Several very popular great champions, such as Gélinot and Hourassi, shaped the legend around trot racing and anchored the reputation of the Trotteur Français horse as being a high-quality product. The French trotter is now recognised as a breed in its own right. For some years now, the Trotteur Français horse has taken up a leading position, first in Europe and then in the world, because horses were exported and performed brilliantly both in competition and breeding, no doubt serving as a model for know-how. But I
Français horse has a true reputation as a high-quality horse for its fundamental speed and its toughness. It combines the two, which contributes to making it more attractive. Driven by the success of French horses both on racecourses here in France and at major meetings abroad, Trotter Français breeding has developed considerably and is the largest sector of this type in Europe. The cradles of breeding are mainly in Normandy and Pays de Loire, although some other regions, such as the Centre and Southwest, have also well-known stud farms. There are 3,453 breeders in France and 17,000 broodmares, 500 stallions and 11,000 foalings. So as to foster the development of trot racing in France and safeguard the specificity of the Trotter Français, the Society for the Encouragement of French Warm Blood Breeding was set up in 1864 in Caen. Its purpose was also to formalise an activity that had been continuously growing since the first trot races were organised on Cherbourg Beach in 1836 at the instigation of Ephraim Mouet. To begin with, the emphasis was placed on trot racing under saddle, unique to the French racing environment. But after the First World War, harness racing came into the fore. Every year, 11,000 trot races, either harness or under saddle, involving 1,600 meetings, are run in France on the grass, sand or cinder tracks of its 227 hippodromes. The Vincennes racetrack, which opened in 1879, became the mecca of trot racing. The first Prix d'Amérique was held after the First World War. 1920, as a tribute to the Americans who at that time came to France's aid, the Prix d'Amérique was established. The first edition of the Prix d'Amérique took place in 1920. The Prix d'Amérique became the most popular trot race and is recognised as the World Championship for harness racing, featuring many champions. Although French horses and drivers have mostly won this Grand Prix ever since it was created, foreign horses have also performed remarkably, such as Varenne, the Italian horse, in 2001. In 1995, the Swedish mare Inna Scott was the winner of the Prix d'Amérique, driven by the only woman who has ever won this legendary race, Swedish Helen Johansson. With millions of TV viewers on 3 continents in 70 countries, and with 40,000 spectators expected, the Prix d'Amérique is a unique international rendezvous. Everything in its organisation is planned down to the finest detail. Franck Nivard, one of the best French drivers, is the winner of this 2012 Prix d'Amérique, driving Ready Cash. Located less than 30 kilometres away from the Vincennes racetrack, Grosbois is today the leading training centre worldwide for trotters. With its 412 hectares, the estate can accommodate more than 1,500 horses in the care of some 600 people. With 40 kilometres of bridle paths, including 23 kilometres of forest trails, 4 tracks of various materials and profiles, it offers a remarkable environment for the elite horses to fine-tune their preparation for the Grand Prix d'Amérique, the star fixture at Vincennes. But the Grosbois estate is not just a functional training facility, it also offers specialised equipment for racehorses. The farrier shop is open all year round, working double shifts during the winter meeting. The saddlery covers all the equipment needs of professionals. While the veterinary clinic is equipped with the very latest machinery. The Grosbois estate has its own training centre for apprentice drivers, apprentice jockeys, drivers and jockeys. A partnership has been signed with Sweden, Finland and more recently Norway, so that students have an opportunity to discover different training techniques. Some of our students went on short 10-day stays, and then when they passed their baccalaureate, continued abroad.
Avant de continuer nos travaux, je voudrais juste faire un point avec vous sur le programme de la semaine qui a commencé ce matin jusqu'à samedi prochain. Tout d'abord, aujourd'hui, après le déjeuner, il y aura bien sûr la mise en place des commissions, 5 commissions, dont on en reparlera tout à l'heure sur leur composition. Et puis ce soir, nous irons tous sur l'hippodrome de Vincennes pour assister à une réunion de course, cette course au trot sur l'hippodrome, et puis une course de roadcar également pour la conférence mondiale du trot. Je vous en reparlerai en fin de matinée. Le départ se fera à 19h depuis l'hôtel. On pourra se retrouver dans le hall de l'hôtel et les cars seront stationnés juste à l'angle de la rue de Berry et des Champs-Élysées. Pour la journée de mercredi, il y aura tout d'abord une première conférence demain matin, une table ronde qui sera organisée sur le thème des paris et notamment des relations entre les autorités hippiques et puis les États. C'est un thème qui avait été demandé l'an passé, à la même époque, lors de la réunion de l'interconférence par notre collègue canadien John Gallinger, qui avait souhaité qu'il y ait toute une matinée consacrée aux relations entre les autorités hippiques et puis les gouvernements. Après le déjeuner, bien sûr, il y aura les commissions. Et puis demain soir, il y aura un dîner croisière sur la Seine, dans Paris, à bord du bateau nommé le Saphir. Là encore, le départ se fera à 19h30 depuis l'hôtel et on se retrouvera dans le hall de l'hôtel et retour à 23h. Le jeudi, le thème de la conférence le matin sera la communication et le marketing, comment valoriser les courses hippiques aujourd'hui. Les commissions et le soir, le dîner aura lieu au centre d'entraînement de Grosbois, dont vous avez vu quelques images au cours de ce film, avec un retour à l'hôtel ensuite à partir de 23h. Et puis enfin vendredi, là ce sera une commission le matin qui sera plus consacrée à l'élevage, à la santé animale et à l'intégrité des courses. 2 tables rondes auront lieu au cours de la matinée. Il n'y aura pas de commission l'après-midi, mais je pense que les secrétaires des commissions et les présidents des commissions se réuniront pour finaliser les propositions qui seront soumises à notre Assemblée le samedi matin. Et puis le soir, dîner au Lido, un cabaret français, typiquement français, dîner spectacle qui se trouve juste à côté de l'hôtel sur les Champs-Élysées, donc nous pourrons y aller à pied sans avoir besoin de bus. Et puis samedi 15 juin, donc la réunion finale le matin avec la présentation des conclusions par chaque président des commissions. Et puis ensuite, nous irons tous sur l'hippodrome de Vincennes où une réunion de course de 11 courses est prévue. C'est la journée du prix du président de la République. Nous aurons aussi la chance d'assister à la dernière étape du championnat du monde des drivers qui aura lieu le samedi après-midi. Et c'est en même temps sur l'hippodrome de Vincennes la journée des propriétaires que nous organisons chaque année où nous recevons à cette occasion plus de 1500 propriétaires à déjeuner sur l'hippodrome. Et puis il y aura un bus qui vous reconduira le soir à partir de 17h30 ici à l'hôtel California. Voilà donc les principales informations concernant le programme. Juste une précision également, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aurait ce soir une course de roadcar sur l'hippodrome de Vincennes. Cette course de roadcar sera réservée aux membres de la commission de notre conférence. Et donc il y a eu un tirage au sort qui a été effectué et 8 personnes parmi vous ont été tirées au sort pour participer à cette course ce soir sur l'hippodrome de Vincennes. Alors je vais vous donner les noms des heureux lauréats de ce tirage au sort. Il s'agit de M. Heinz Tell pour l'Allemagne, M. Andrew Kelly pour l'Australie, M. John Gallinger pour le Canada, M. Juan Yabata pour l'Espagne, M. Mika Lintilä pour la Finlande, M. Atle Larsen pour la Norvège, M. Ulf Hornberg pour la Suède et M. Jacques Chartier pour l'Union européenne du trot. Voilà, donc vous serez pris en main ce soir et vous aurez l'occasion de participer à une course ce soir sur l'hippodrome de Vincennes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir de 14h30, tout à l'heure, nous aurons la mise en place des commissions. Ce sont les travaux aussi importants de la conférence. Alors, je vais vous présenter les personnes qui vont assurer le secrétariat de ces commissions. Et pour qu'on puisse les visualiser, je vais leur demander de s'approcher de l'estrade. Tout d'abord, pour la commission qui s'appelle Constitution et Réglementation, ce sera Benoît Fabrega qui assurera le secrétariat de cette commission. La deuxième commission, Santé, équine et intégrité, ce sera Arnaud Duloir, qui est le docteur vétérinaire de la Société du cheval français. La commission du marketing et de la communication, c'est Isabelle de Costanzi, qui est secrétaire de l'Union européenne du trot, qui en assurera le secrétariat. Et pour la commission élevage, ce sera Valérie Oyo,
Madame Valérie Oyo, qui est en charge du service du Sudbook à la Société du Cheval Français. Et enfin, pour la commission consacrée aux courses et aux paris, c'est Alexis Renaud, l'un de mes collaborateurs, qui assurera le secrétariat de ces commissions, qui se réuniront cet après-midi à partir de 14h30. Alors, je devais vous donner le nom des salles où se trouvent ces commissions. Alors, la commission Constitution aura lieu dans la salle Pasadenas numéro 2, qui se situe au sous-sol de l'hôtel, au niveau -1. La commission Santé, Équine et Intégrité aura lieu dans la salle Pasadenas 3, qui elle aussi se trouve au niveau -1. La commission du marketing et de la communication aura lieu dans cette même salle, salle de conférence, puisqu'il y aura des projections de documents. La commission élevage aura lieu dans la salle Pasadenas 1, donc elle n'a pas lieu en même temps, elle a lieu à partir de 16h. Et enfin, la commission courses et paris aura lieu dans la salle San Diego, qui se trouve juste en face de notre salle de conférence. Donc vous voyez qu'il y a 3 commissions qui ont lieu à partir de 14h30 jusqu'à 16h, et 2 autres commissions suivront à partir de 16h jusqu'à 17h30. Et donc il y aura une traduction simultanée qui sera faite en anglais pour chaque commission, donc ce qui nous permettra d'avoir des discussions beaucoup plus fluides au cours de nos travaux. Merci beaucoup. Avant de faire une pause dans cette matinée de travail, Benoît, je pense que voilà. Nous avons donc un site internet qui a été créé pour le déroulement de cette conférence. Vous aurez l'occasion de retrouver sur ce site internet tous les documents qui vous seront présentés au cours des tables rondes le matin. Il y aura aussi toute l'actualité du championnat du monde des drivers. On vous a remis ce matin une édition de la lettre du trot que l'on produit normalement en France chaque semaine. Mais nous avons décidé d'en faire une édition quotidienne pour relater l'actualité du championnat du monde et puis aussi l'actualité de cette conférence, puisque nous savons qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas pu malheureusement se déplacer et venir en France cette semaine. Ils auront la possibilité depuis chez eux de suivre le déroulement de nos travaux. Voilà. Et puis vous pourrez voir aussi les vidéos quotidiennes des étapes du championnat du monde. Vous avez déjà en ligne celle de Reims dimanche dernier et puis celle de Caen hier. Voilà, je vous propose de faire une pause de 15 minutes ce matin et puis nous reprendrons nos travaux avec la présentation par Jacques Chartier, le secrétaire général de l'UET, des modifications réglementaires qui ont été apportées à l'accord international des courses au trot, qui permettra aussi de fournir des arguments pour les travaux des commissions cet après-midi. Dans votre dossier, en ce qui concerne les que nous avons remis les minutes des commissions qui ont eu lieu et des réunions des commissions qui ont eu lieu il y a 2 ans à New York. Je remercie John Pollack de nous avoir transmis tous ces éléments. Voilà, ce sera la base des premières réunions cet après-midi sur des commissions. Merci beaucoup et je vous propose une pause de 15 minutes. Qui est la bonne, c'est celle qui sera là. Et puis, on le rappellera tout à l'heure. Dans vos dossiers également, vous avez la liste des personnes qui composent les différentes commissions. Alors, nous avons fait cette composition en fonction des éléments que nous avions reçus dans les jours précédant l'ouverture de cette conférence. S'il y a des modifications à apporter sur la composition des commissions, n'hésitez pas. Il suffit de communiquer les noms à Isabelle de Costanzi et elle ressortira pour le début des commissions cet après-midi une liste à jour des personnes qui composent les différentes commissions. Voilà pour un point technique. Voilà, je vais donner la parole à Jacques Chartier, le secrétaire général de l'Union européenne du trot. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va nous présenter les différentes modifications qui sont intervenues à l'accord international des courses au trot depuis notre réunion de New York en 2011. C'est un document qui sera très utile pour le travail des commissions qui débutera cet après-midi. Monsieur Chartier. Bien, merci Guillaume, bravo pour l'organisation de cette réunion. En revanche, je ne vous féliciterai pas pour la façon dont le sort est organisé dans cette maison. J'ai l'impression que les dés sont un petit peu pipés. Alors, chers délégués, chers amis, c'est pour moi un honneur, mais surtout
un grand plaisir que de participer à nouveau à cette conférence mondiale qui a lieu pour la deuxième fois à Paris. Aussi, je souhaite que cette nouvelle rencontre soit fructueuse et nous permette de renforcer notre collaboration. C'est pour moi la 15e conférence mondiale à laquelle je participe, ce qui, je pense, doit constituer un record absolu dans notre histoire. Peut-être Hockey Isberg a participé à un même nombre de conférences, mais je n'en suis même pas sûr. Et j'ai le sentiment que même si, au cours de ces 30 années, nous n'avons pas été aussi vite que nous l'aurions souhaité, nos réunions nous ont quand même permis de mieux nous connaître et de travailler ensemble à la promotion mondiale du trot. Cette conférence nous oblige en effet à sortir de nos préoccupations purement nationales pour appréhender les problèmes à l'échelon mondial, ce qui constitue un enrichissement pour tous. Alors effectivement, le thème de mon intervention est l'actualisation de l'accord international sur les courses au trot. Depuis 1993, l'accord international sur les courses au trot, qui avait été adopté par les pays membres de l'UET en 1991, est devenu international et a reçu l'adhésion des autorités hippiques représentatives du Canada, des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, indépendamment de celles des pays du vieux continent. Ces 4 derniers pays s'engageant à mettre en application cet accord à partir du 1er janvier 1995. Cette réglementation minimale, commune, qui reprend les dispositions basiques applicables dans les pays organisateurs de courses au trot, n'a cessé d'évoluer ces 20 dernières années et de s'enrichir pour accroître son champ de compétences et s'étendre géographiquement afin de conférer à notre activité, les courses au trot et l'élevage des trotteurs, une assise universelle susceptible de l'élever au rang de discipline majeure. En effet, tous les grands sports disposent de règles uniques qui les régissent de façon similaire dans tous les pays, ce qui facilite une pratique internationale et permet au public de comprendre les règles du jeu, quel que soit le lieu où la compétition se déroule. Il s'agit là d'une stricte nécessité si l'on veut bénéficier d'une bonne lisibilité, c'est-à-dire d'une compréhension, j'allais dire, universelle, mais plus exactement sans frontières. De ce point de vue, nous ne sommes pas arrivés au bout de nos peines, car notre réglementation n'est pas une, et des divergences certaines subsistent d'une fédération à l'autre. Que dire, par exemple, du jugement des allures, où un cheval au traquenard est maintenu dans le classement en Suède et est disqualifié en France, ou encore de l'usage de la cravache, interdit en Norvège et toléré avec plus ou moins de souplesse, plus ou moins de tolérance ailleurs, ou encore des produits dopants, tels que les anti-inflammatoires stéroïdiens ou les anabolisants admis dans certains États et interdits dans d'autres, comme l'a souligné tout à l'heure le président de Beleg, ou encore des sanctions qui ne sont pas harmonisées de manière stricte face à des infractions qui, elles, sont identiques. Sur les substances interdites, et plus particulièrement le Lasix, cette conférence permettra peut-être à nos amis américains
de préciser leur position qui, d'après nos informations, irait dans le sens d'un durcissement, c'est-à-dire s'orienterait vers une absence totale de tolérance. Et si c'est le cas, eh bien, nous pouvons les remercier des efforts qui seront faits dans ce sens. On peut multiplier les exemples sur les différences de réglementation, car malgré nos efforts pour harmoniser nos réglementations, nous sommes encore loin d'un code unique, opposable à tous, ce qui nuit à l'image d'un sport mature. Notre devoir est donc de poursuivre sans relâche notre travail de coordination et d'uniformisation, comme l'ont fait toutes les grandes fédérations sportives, pour parvenir à un règlement commun. Il faut que l'International Trotting Association soit le lieu de construction et de vie de cette œuvre, car c'est notre responsabilité de réaliser cet objectif qui constitue un impératif catégorique. Nous attendons vos suggestions et vos contributions pour faire progresser le plus rapidement possible cette œuvre commune, sachant que chacun doit faire des concessions par rapport à ses usages propres. Il ne faut pas rester camper sur ces positions traditionnelles, ces positions nationales, car elles sont véritablement un obstacle pour que nous puissions aller vers une règle commune. Si nous le voulons véritablement, nous pouvons construire rapidement une telle réalité. Dans l'immédiat, poursuivant notre cheminement d'harmonisation progressive, je voudrais vous proposer, puis j'espère d'approuver, les modifications qui ont été adoptées en Europe depuis la dernière conférence mondiale, c'est-à-dire depuis le mois de juillet 2011 à Jersey City. Mais bien sûr, si les pays d'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, ou ceux de l'Interdominion, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, ont des propositions à présenter, nous les étudierons dans les commissions concernées. Je souhaiterais donc suggérer aux différentes commissions de travailler sur les dispositions nouvelles qui entrent dans leur domaine de compétence, à savoir, pour la commission des courses et des paris, les articles relatifs à l'usage de la cravache, au port du gilet de protection en course, aux critères relatifs aux courses de groupe. Bon, c'est peut-être plus un phénomène européen, mais il serait sans doute souhaitable d'arriver également à une classification mondiale des plus grandes épreuves. À la suppression de la limite d'âge à 70 ans pour driver en course. Il est utile de rappeler que la Commission européenne a été amenée à dénoncer dans certains pays cette limite d'âge, considérant qu'une discrimination fondée uniquement sur l'âge était quelque chose d'inacceptable et que seule une discrimination en raison de l'état physique permettait de refuser une licence. Donc c'est un point sur lequel il faudra sans doute revenir, que cette limite à 70 ans pour l'autorisation de driver en course. Pour la commission de l'élevage, l'article relatif au clonage, aux manipulations génétiques, à la sélection des spermatozoïdes, autant de techniques particulièrement d'actualité qui menacent les équilibres naturels. Donc ces dispositions devront être étudiées et, espérons-le, étendues à l'ensemble des pays de la conférence mondiale. Et je pense que Dominique de Bellègue a eu raison d'insister sur le danger que peut représenter pour les organisateurs de courses, mais aussi pour les responsables de l'élevage, toutes ces techniques nouvelles
qui apparaissent aujourd'hui dans l'univers de l'élevage. Pour la Commission de la santé animale et de la lutte contre le dopage, les dispositions relatives au déferrage des chevaux, celles concernant les chevaux contrôlés positifs aux anabolisants ou aux hormones de croissance, là il y a eu un renforcement des règles de pénalisation, mais aussi, et c'est un point nouveau, le code de bonne conduite, qui n'est pas véritablement un texte réglementaire, mais un recueil de recommandations dont l'adoption à l'échelon international témoignera de la dimension éthique et responsable de nos préoccupations. Pour la commission des statuts, enfin, et c'est quelque chose de nouveau, des dispositions complémentaires sur le financement du secteur cheval. Je pense que le chapitre 8, et notamment l'annexe 5 de l'accord international, sont des éléments capitaux dans le fonctionnement de nos organisations. Et il est sans doute nécessaire de les compléter en ce qui concerne le financement. Le financement est la clé de voûte du fonctionnement de nos institutions hippiques, et il faut véritablement que nous arrivions à des règles strictes qui puissent être opposables à l'ensemble des gouvernements ou des autorités susceptibles d'intervenir dans notre gestion. Enfin, une relecture des versions françaises et anglaises de l'accord a conduit à procéder à une actualisation et une remise en cohérence de l'ensemble du texte d'un point de vue formel. Alors, je ne voudrais pas donner le sentiment d'être un maître d'école et de distribuer le travail, mais j'espère que samedi prochain, lors de la clôture de cette conférence, nous pourrons noter l'agrément de tous à ces règles nouvelles qui constituent un pas, le président de Bellec dirait un tout petit pas, mais un pas supplémentaire vers ce que j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire un code international du trot. Par avance, merci de votre collaboration qui démontrera notre volonté d'avancer tous ensemble vers une incontestable reconnaissance mondiale de notre organisation. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Jacques, pour toutes ces informations. Avant de clore cette séance du matin et de passer au travail des commissions cet après-midi, je crois qu'il serait intéressant de recueillir parmi vous des remarques sur ce qui vous a été dit ce matin ou sur ce qui vient de vous être présenté pour le travail des commissions. Je pense qu'il serait très intéressant de connaître dès ce matin si parmi vous il existe des thèmes qui n'ont pas été abordés au cours de cette présentation ce matin et que vous souhaiteriez voir à l'ordre du jour des différentes commissions. Donc je ne sais pas si parmi vous il y a des personnes qui souhaitent intervenir par rapport à ce qui a été dit ce matin ou qui voudraient compléter l'agenda de ces différentes commissions cet après-midi. Benoît peut vous transmettre un micro pour toute personne qui souhaiterait intervenir. Ah, c'est notre ami journaliste. Oui, je vous donne la parole tout de suite. Je voulais savoir juste parmi les délégués des différents pays s'il y avait des remarques ou des commentaires à faire par rapport à ce qui a été dit ce matin. Pas pour l'instant. Très bien. Donc il y a une remarque d'un journaliste. Monsieur Niffort. Pour ce qui est ce qu'a abordé M. Chartier en premier sur les allures, notamment par rapport à la Suède et la France, mais aussi les autres pays scandinaves, j'ai l'occasion de voyager énormément et je m'en aperçois, mais surtout depuis la multiplication des courses PMU en France
où les turfistes français peuvent jouer sur les courses étrangères et vice-versa, où beaucoup de parieurs étrangers jouent sur les courses françaises. Il y a une totale incompréhension lorsqu'en France, par exemple, on disqualifie un cheval norvégien, c'est ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, alors qu'il aurait été maintenu dans son pays. Donc là, je pense que c'est vraiment un point crucial à essayer d'harmoniser au maximum entre tous les pays européens, car il y a quand même beaucoup d'argent en jeu. Les parieurs peuvent se dégoûter de ces courses si vraiment il y a un règlement qui n'est pas qui est à double sens. Et deuxième chose, pour ce qui est la médicamentation, pardon, il y a un fait aussi important, en dehors des cravaches, etc., c'est le port du lasso, qui est autorisé en France et interdit dans les pays scandinaves. C'est quand même un accessoire qui n'est pas dommageable pour le cheval, malgré ce qu'ont pensé les gens du Nord. Et ça, c'est vraiment un problème qu'il faudrait, je pense, résoudre, si possible, le plus rapidement possible. Merci beaucoup de votre intervention. Est-ce qu'il y a des commentaires ou d'autres questions qui pourraient être soulevées et qui pourraient être traitées dans le travail des différentes commissions? J'en appelle aux différents délégués de chaque pays. Oui, Andrew Kelly, pour l'Australie. Thank you, Guillaume. I wondered whether or not there may be an opportunity during the next few days, maybe in the integrity area of our discussion, to talk more of the IRIS system, the International Racing Information and Intelligence system, which is continuing to be developed primarily through the work of the Ontario Racing Commission. And I know that some member countries have been continuing to do some development work on that. And I had hoped that we may be able to integrate that into the discussion at some point in the week. Oui, Ando, vous avez tout à fait raison d'évoquer ce sujet. C'est un sujet qui avait été abordé longuement lors de la conférence mondiale à New York en 2011. Il faut bien reconnaître que les discussions se sont un peu arrêtées depuis 2011 jusqu'à nos jours. Le projet était tout à fait intéressant. Il s'agissait de mettre en place un réseau mondial d'information contre la délinquance dans les courses à tous les niveaux. C'est un sujet qui nous avait été présenté par nos collègues canadiens en 2011. Et effectivement, je pense que ce serait une très bonne idée de le remettre à l'ordre du jour de la commission, notamment de santé animale et de l'intégrité des courses. Nous pourrons tout à fait ajouter ce sujet à cette commission. Merci. D'autres interventions ? Eh bien, écoutez, on va souhaiter donc bon travail aux différentes commissions. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur par rapport à ce qui nous a été dit tout à l'heure, Ah, pardon. Excusez-moi. D'accord. Représentant australien. I'd just like to make a comment in relation to an excerpt from the film, and it was a comment made on the film by the president of La Trotte, and he differentiated between a pari-mutuel system, which he clearly advocates, and the systems wherein fixed odds are allowed in particular jurisdictions. And the film made it very clear, and I'm not sure whether it was the President expressing his own view, personal view, or whether that's the view of this country, that unless you are restricted solely to pari-mutuel betting, then you're really, to use an Australian expression, going down the toilet. The reality is that in Australia, fixed odds betting is on the increase, and in most of the states, if not all of the states comprising the Federation of Australia, that it is the growth industry. And whether or not the Racing and Wagering Committee might like to discuss that, but I'd certainly like to place it on the record that
the fact that a country has fixed odds doesn't suggest that the country is, as suggested by the film, going backwards. In fact, it's the reverse. Thank you. Je pense que le président de Bellec va pouvoir préciser sa pensée, ce qu'il a voulu exprimer au cours de ce film et ce qu'il a dit au cours de son discours. Président. Merci. Je voudrais tout d'abord revenir sur ce que M. Jacques Chartier a dit tout à l'heure. Effectivement, à travers l'Europe et aussi à travers le monde, il y a de plus en plus de paris qui sont faits sur des courses étrangères. C'est-à-dire que, grosso modo, la France a signé des contrats d'utilisation de courses hippiques pour organiser des paris en France et vice-versa. Un grand nombre de pays organisent des paris sur les courses françaises. Et il apparaît effectivement important que nous ayons des règles communes tant au niveau du jugement des courses hippiques que, bien sûr, de la transparence de ces courses. Ça me paraît absolument salutaire pour la continuité de ces transactions intermondiales. Pour en venir au pari à cote fixe, la position que j'ai mise tout à l'heure, cher monsieur, est une position de la France. Et c'est une position que personnellement aussi j'ai pu développer au niveau de l'Europe, puisque l'Europe se compose de 27 pays et qu'il y a à l'intérieur de l'Europe un certain nombre de pays, ou tout du moins un, qui a totalement interdit le pari à cote fixe. En France, nous avons réintroduit le pari à cote fixe sur le sport. Il est totalement interdit sur les courses hippiques. Il a été réintroduit sur le sport dans le cadre de l'ouverture des jeux sur le net, puisqu'en France, il y a maintenant une ouverture des jeux sur le net, alors qu'il n'y a pas d'ouverture des jeux sur le réseau dit physique, c'est-à-dire les points de vente PMU. Je voudrais seulement que vous réfléchissiez à l'objection que je veux vous faire. Ce n'est pas parce qu'il y a un courant qui permet le développement d'une chose que cette chose est salutaire. Malheureusement, dans ce monde moderne, nous le voyons chaque jour. Or, en Europe, les délits d'initiés sont absolument poursuivis au niveau de la bourse. C'est-à-dire lorsque il y a une personne qui vend des actions et qu'elle a des connaissances que n'ont pas les acheteurs éventuels, on appelle ça un délit d'initié. Il y a des jugements et c'est recherché. Or, le pari cote fixe est essentiellement un délit d'initié. Pour pouvoir mettre en place une cote, il faut avoir beaucoup plus d'informations que l'ensemble du public à qui on offre cette cote. C'est-à-dire qu'on s'introduit dans les centres sportifs, s'il s'agit de paris sportifs, dans les centres hippiques, s'il s'agit de paris hippiques. Et on a à ce moment-là des connaissances que n'ont pas le bon peuple qui joue. Si le jeu doit être réduit à une personne qui a une connaissance et qui ne fait que, fin de compte, à son avantage, organiser des jeux qui ne sont pas totalement transparents, puisque lui a la connaissance et que les autres n'ont pas la connaissance, je ne peux pas me permettre de dire que c'est un jeu, qu'il est souhaitable que ce jeu puisse se développer. On le voit parfaitement dans les sports. Il y a de nombreux scandales. Il y a de nombreux scandales aussi dans un pays qui s'appelle, au niveau sportif, nous avons un certain David Forrest, qui est un Anglais, un homme scientifique anglais, qui a expliqué de manière très claire, il est à l'université, je n'ai plus le nom, en Angleterre, et il a dit que tous les sports sur lesquels il y avait des paris sportifs, à cote fixe, le résultat de ces sports ne pouvait être transparent. Donc je dis bien,
Tant que j'aurai un souffle, je me battrai contre le pari à cote fixe, et je l'ai fait au niveau des 27 gouvernements. J'ai eu des réponses de tous les pays, y compris de l'Angleterre d'ailleurs, et je continuerai ce combat. Monsieur Gordon Garnett pour la Grande-Bretagne. Ladies and gentlemen, is it working okay? I think so. Ladies and gentlemen, coming from Britain, I think I know a lot about fixed odds betting because our betting market, our betting industry is dominated by the bookmakers. We had a pari-mutuel for thoroughbred racing, but now that's been sold to a bookmaker. The situation today in fixed odd betting, the bookmaker, is somewhat different to what it was years ago. And the bookmaking industry sort of work within themselves on a pari-mutuel system. And even at on-course betting, where the bookmaker stands with a board and offers odds on a particular horse, that board now is a mini computer and operates very much like a totalisator. Now, I am totally against the bookmaker. I am not a great fan of the bookmaker. I've seen the dirty side of it, and I've seen a good side of it. A few years ago, the William Hill organisation sponsored a harness race, and it was a complete success for everybody involved. And I've seen bookmakers manipulate races and buy races, and I've seen it all. But the dirty side of bookmaking, the insider trading, is getting less and less and less. What, and with respect to Monsieur de Bellaigue, and I know that he is totally right, what the big issue is not so much the matter of fixed odds as the matter of the amount of money that comes back into racing. Now, as I understand it, 8% of turnover comes back into racing in France. In Britain, for thoroughbred racing, I suspect it's about 2–2.5%. And on-track betting, it can be even less than that. There will be a move to get bookmakers into Europe. There's no two ways about that. But the issue is not so much whether it's a fixed odd or whether it's a pari-mutuel, it's how much comes back into the sport. Thank you. C'est bon. Ich glaube, es geht hier um eine grundsätzliche Sache und da möchte ich meinem Freund Gordon erwidern, dass es ja so ist, dass in einem Pari-Mutuel-System der Wetter gegen den Wetter spielt und dabei die Quote ermittelt wird. Bei einem Festkurssystem spielt der Spieler gegen den Buchmacher. Und selbst wenn Computer aufgestellt werden in England auf einigen Rennbahnen, dann täuschen die möglicherweise ein Pari-Mutuel-System vor, aber es ist keines, weil sich die Quoten nicht daraus errechnen. Das ist der wichtige Punkt. Und der zweite, der sich unmittelbar daraus ergibt, ist der, dass nur ein Pari-Mutuel-System durch vorher festgelegte, möglicherweise auch gesetzliche Regelungen festlegen kann, wie viel Geld in den Sport zurückfließt. Bei diesem anderen, bei dem Buchmachersystem, ist das eigentlich immer von Wohl und Wehe derjenigen abhängig, die über den Geldfluss zu entscheiden haben. Merci Heinz. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet ou sur d'autres sujets que vous souhaiteriez voir abordés au cours de nos travaux de cette semaine? L'Irlande souhaite intervenir. Monsieur Flanagan. Good morning. I would like to see what the World Trotting Community could do to help the sport in other countries where trotting is a minority sport, and help how it can be developed. In Ireland, where our voice isn't heard in government circles, how can the World Trotting Community help with that? Our thoroughbred cousins would control the racing circuit, and we find it very difficult
to climb that ladder. So, if whatever help or assistance, that we can give to countries where trotting is a minority sport. Ireland is a world leader in the thoroughbred industry, and there's no reason why it can't, develop into a world leader in the trotting industry in years to come. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous répondre personnellement à votre interrogation, mais effectivement, c'est quelque chose qui pourrait être abordé au cours des travaux de notre conférence. Enfin, je remarque effectivement que, et nous l'avions entendu l'an passé lors de la réunion de l'interconférence, que cette question des paris, cette question de la réglementation, du financement des courses et aussi des relations avec les gouvernements et cette décision politique dont parlait le président de Belley, qui est une question cruciale. Et c'est pour ça, effectivement, que nous avons demain matin prévu 2 tables rondes consacrées à la fois aux paris, mais aussi aux relations avec les États, avec les gouvernements, pour permettre le financement de cette activité. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non ? Écoutez, merci beaucoup. Nous allons clore cette séance ce matin, avant le travail des commissions cet après-midi. Juste pour mémoire, je vais vous projeter à nouveau la diapositive concernant les commissions pour qu'il n'y ait pas d'erreur. À 14h30, il y aura donc 3 commissions qui se réuniront. Tout d'abord, la commission Constitution et Réglementation. Je vous rappelle que c'est à la salle Pasadenas numéro 2 et qu'elle se situe au sous-sol du -1. La commission Santé, Équine et Intégrité, qui sera à la salle Pasadenas 3, c'est au niveau -1 aussi de l'hôtel. Et enfin, la commission du marketing qui a lieu ici même dans cette salle de conférence. Et puis à 16h, 2 autres commissions. La commission de l'élevage à la salle Pasadenas 1, qui est à ce niveau. Et puis la commission des courses et paris qui a lieu dans la salle San Diego. Et cette salle se trouve en face de la salle de conférence au même niveau. Je vous rappelle également que si des personnes qui n'ont pas été inscrites dans les commissions en tant que délégués ou observateurs souhaitent participer aux travaux des commissions, il n'y a aucun souci. Il suffit juste d'indiquer à Isabelle de Costanzi le nom de ces personnes et nous les rajouterons à la liste. Et comme ça, demain matin, nous pourrons vous redonner dans les dossiers les compositions complètes des commissions. Voilà, un déjeuner va être servi dans le restaurant qui se trouve à gauche en sortant de la salle de conférence. Et puis, on se retrouvera donc pour les commissions à partir de 14h30. Pour terminer, je voudrais juste vous dire que nous sommes, moi et mon équipe, à votre complète disposition pour tout problème d'organisation, toute question liée à l'organisation de cette conférence, Benoît, Isabelle et moi-même. Et donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter en cas de problèmes divers et nous essaierons d'y répondre le plus favorablement possible. Je vous souhaite à tous un bon séjour à Paris et puis bonne conférence. Merci beaucoup.